Bonjour à toutes et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous maternité. Je suis Robert Rochelin, chargé de marketing à la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret. Et nous sommes ensemble pour une heure de présentation environ, puis nous aurons un temps de questions-réponses en direct. Au programme aujourd'hui, des spécialistes de la CAF, de l'assurance maladie et une sage-femme vont vous donner des informations sur la santé, les prises en charge des frais de santé par l'assurance maladie, les aides de la CAF, ainsi que les démarches en ligne à réaliser tout simplement. Vous êtes nombreuses à être connectées aujourd'hui, c'est pourquoi vos micros et caméras sont coupés. Vous avez toutefois la possibilité de poser vos questions par écrit tout au long de ce webinaire en cliquant sur l'icône Q et R. Notre spécialiste Sabrina Jeanne répondra avec plaisir à vos questions. Nous vous remercions de ne pas donner d'informations personnelles pour protéger votre vie privée, telles que votre numéro de sécurité sociale ou d'allocataire. En fin de webinaire, un questionnaire de satisfaction, vous sera proposé. Sachez que ce webinaire est enregistré, le support ainsi que le replay de la présentation vous seront diffusés la semaine prochaine. Vous recevrez les liens par mail. Sans plus tarder, je vous propose de commencer. Nous recevons aujourd'hui Catherine Lemas, sage-femme libérale à Orléans. Bonjour Catherine. Bonjour Robert, et bonjour à toutes et à tous. Bonjour Catherine. Je commence du coup par vous. Quel professionnel peut me suivre pendant ma grossesse? Alors, les professionnels qui peuvent vous suivre, ce sont bien sûr les sages-femmes, puisque c'est notre cœur de métier. Ce sont aussi les médecins généralistes si vous n'avez pas trouvé de sage-femme et puis si vous avez un médecin généraliste. Et les gynécologues obstétriciens, même remarque, si vous avez un gynécologue, eh bien, il peut suivre votre grossesse. Où est-ce qu'on peut se faire suivre? Eh bien, le plus souvent, on se fait suivre plutôt en libéral. Alors pourquoi? Eh bien, parce que les hôpitaux sont plutôt réservés pour les patientes qui auraient des difficultés de santé, ce que nous on appelle des pathologies. Donc, c'est vrai que en premier lieu, eh bien, ça sera plutôt votre professionnel libéral qui vous recevra à son cabinet pour faire tous les examens dont on reparlera après. Ensuite, bien sûr, on peut aller à l'hôpital. Donc là, c'est en accord avec la personne qui vous suit. Donc, vous pouvez aller dans un hôpital, dans une clinique. Et puis, bien sûr, vous avez toujours le service de protection maternelle et infantile qu'on appelle la PMI pour les personnes qui auraient des problèmes de ressources ou des problèmes qui auraient besoin d'une prise en charge un peu plus particulière. Merci beaucoup Catherine. Nous sommes aujourd'hui également avec Ingrid, qui est animatrice superviseure à l'assurance maladie. Bonjour Ingrid. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tout le monde. Bonjour. Peux-tu nous présenter les modalités de déclaration de la sage-femme référente à l'assurance maladie? Tout à fait. Donc, depuis maintenant 2023, il faut savoir que les futures mamans ont la possibilité de déclarer donc, une sage-femme référente à l'assurance maladie. Ça permet d'assurer un suivi des soins, une coordination des soins avec le médecin traitant de l'assuré. C'est un peu le même principe que le médecin traitant. Euh, le suivi par la sage-femme référente est pris en charge à 100% avec une dispense d'avance des frais. C'est une démarche qui n'est pas obligatoire. Le formulaire est accessible sur amélie.fr et peut être rempli dès la première constatation médicale de grossesse et jusqu'à la fin du 5e mois de grossesse. Donc pour ce faire, donc il y aura deux exemplaires. Il y aura un exemplaire que vous pourrez nous transmettre donc à l'assurance maladie et le second donc sera à conserver par la sage-femme. Il faut savoir que donc la sage-femme donc a plusieurs missions. Tout d'abord, elle va informer sa patiente sur le parcours de grossesse, également sur le suivi médical du nourrisson. Elle va réaliser quasiment la majorité des rendez-vous du parcours de grossesse et du suivi postnatal. Elle assure également un rôle de prévention tout au long du parcours. Elle fait aussi le lien avec la maternité et elle assure la coordination des soins de sa patiente. Merci beaucoup Ingrid. Abordons Robert, maintenant. Oui, pardon Robert, oh, si je peux me permettre d'intervenir avant de passer à la diapositive suivante. oui.
En effet, c'est un papier que souvent nous remplissons ensemble, hein, lors d'une consultation avec notre patiente. Je voulais simplement dire que la patiente a le droit de changer de sage-femme référente si elle le désire. Ça, c'est important. Par contre, tout ce qu'on va lui demander, c'est qu'elle nous en avertisse, c'est-à-dire qu'on sache que nous ne sommes plus la sage-femme référente. Voilà, c'est simplement ce que je voulais rajouter. Parce qu'il y a toujours cette possibilité de changer de sage-femme, on ne sait jamais, pour des raisons X, mais qu'elle prévienne la sage-femme que ça ne sera plus la sage-femme référente, de façon à ce qu'on puisse aussi transférer le dossier médical à la patiente et que l'autre sage-femme puisse prendre le relais. C'est quand même important. Oui, je comprends. Merci beaucoup, Catherine, pour ce complément d'information. Ben, justement, je reste avec vous. Abordons quelques rappels santé et prévention. Que faut-il savoir sur les examens conseillés et obligatoires? Alors, comme l'a expliqué Ingrid, les consultations de suivi de grossesse se feront tous les mois avec votre professionnel de santé, en général plutôt en début de mois de grossesse, en sachant qu'il y a une ou deux consultations qui doivent être assurées par les professionnels de votre lieu d'accouchement. Donc ça, c'est à discuter avec la personne qui va suivre votre grossesse, de savoir dans quel endroit vous allez accoucher. Et donc, en fonction, eh bien, il y aura peut-être la consultation du huitième et peut-être la consultation du huitième et neuvième mois à faire sur votre lieu d'accouchement. Sinon, les autres consultations sont assurées par le professionnel le libéral. Ensuite, il y a bien sûr à chaque consultation des examens qui peuvent être prescrits et particulièrement des prises de sang de façon à vérifier que tout se passe bien au cours de votre grossesse. Il y aura 3 échographies qui ne sont pas obligatoires mais qui sont très fortement conseillées. On peut toujours ajouter d'autres échographies supplémentaires si on estime qu'il y en a besoin, s'il y a une raison médicale. Mais sinon, 3 échographies de surveillance suffisent totalement. Un entretien prénatal précoce. Alors, bon, on appelle ça l'entretien du 4e mois, mais souvent c'est fait avec la personne qui suit votre grossesse. Donc après, c'est une question plutôt d'opportunité. Donc on organise ça et ça permet de vérifier que maman va bien, que tout se passe bien et autour d'elle, autour du travail, etc. Donc on n'est pas sur un rendez-vous médical, on est plutôt sur un rendez-vous d'échange qui permet aussi de présenter les séances de préparation à la naissance. Donc j'enchaîne sur les 7 séances de préparation à la naissance qui sont prises en charge, donc ça Ingrid va peut-être plus le préciser, donc par la sécurité sociale. Et ces séances sont très fortement conseillées. Alors on pense toujours à un premier bébé parce qu'on a plein de choses à apprendre, mais je pense que en tant que sage-femme, en tout cas, c'est très important de les refaire à chaque fois parce que ça permet aussi de se donner un petit peu de temps lors de cette séance pour s'occuper de cette grossesse. Quand c'est pas le premier enfant, on est un petit peu mangé par la vie et on n'a plus le temps de s'occuper de la grossesse qui arrive. Et donc, les séances de préparation à la naissance, c'est aussi des échanges, de la discussion, voir d'autres mamans et vraiment d'être dans cette grossesse-là. Donc, c'est vraiment très bien et j'encourage tout le monde à les faire. Et puis, il y a un bilan prénatal de prévention. Je l'ai mis en dernier. Pourquoi? Parce que souvent, ce bilan, c'est la sage-femme qui va vous suivre après votre accouchement à votre domicile, ce qu'on appelle le Prado. On va en rediscuter après. Et c'est vrai que ce bilan, souvent, il est fait par cette sage-femme qui va venir vous voir. Donc, elle va aller à votre domicile pour vous expliquer les modalités de retour à domicile. Et donc, souvent, il est utilisé par elle. Voilà, ce sont tous les examens. Merci Catherine. Pour les mamans qui viennent de nous rejoindre, je vous rappelle que Catherine Lema est sage-femme libérale à Orléans. Ingrid, je rebondis justement, quelle est la prise en charge de l'assurance maladie concernant ces examens que Catherine vient d'évoquer? Il faut savoir que l'entretien prénatal ainsi que les 7 séances de préparation à la naissance donc, sont pris en charge à 100% par l'assurance maladie. En ce qui concerne les échographies, donc petite particularité, donc en général la première qui se fait donc avant le 6e mois de grossesse est prise en charge à 70%. Et les 2 autres qui se feront donc à partir du 6e mois de grossesse, elles seront prises en charge à 100%. Donc je précise bien que c'est 100% du tarif sécurité sociale, que si par exemple vous allez voir un échographe qui pratique des dépassements d'honoraires, les dépassements d'honoraires ne seront pas pris en charge par l'assurance maladie. D'où l'importance de bien faire le point, de savoir si vous avez une complémentaire santé et si vous n'en avez pas, de ne pas rester sans mutuelle. Vous avez la possibilité sur le compte Amélie Web d'activer une rubrique qui s'appelle la rubrique santé. Elle vous permettra de recevoir mois par mois des conseils personnalisés. Sachez également que vous avez sur le site amélie.fr, dans la rubrique
droits et démarches. Vous avez donc la rubrique pardon, grossesse, accouchement, retour à domicile. Mm. Si vous avez un petit peu de temps, n'hésitez pas à vous y rendre. Et vous avez également un aide-mémoire pour préparer votre prochaine consultation avec le professionnel de santé qui vous suit tout au long de la grossesse. Merci Ingrid. Je poursuis avec toi. Quels sont les dispositifs de soins de prévention pendant la grossesse? Et ben donc pendant votre grossesse, vous pourrez en profiter pour faire le point, pour faire un examen bucco-dentaire. C'est le même principe si vous avez déjà des enfants du MT-dent. Et donc, à partir du quatrième mois de grossesse et jusqu'à après 6 mois après la grossesse, vous pourrez donc prendre rendez-vous avec votre dentiste. Le jour de ce rendez-vous dentiste, vous vous munissez donc de cet imprimé. Cet imprimé donc est adressé directement donc sur votre compte Amélie si vous avez un compte Amélie. Mm. Pour les personnes qui n'ont pas de compte, c'est tout simplement adressé par courrier. Vous n'avez pas besoin de faire l'avance des frais, il est pris à 100%. Donc, voilà, on vous conseille fortement voilà, de le faire, de prendre le rendez-vous dès que vous avez le formulaire, parce que quelquefois, on sait que les rendez-vous peuvent être longs chez les dentistes. Et vraiment de prendre soin de vous, de ne pas vous oublier et de profiter de faire ce point avec le dentiste. Je te propose d'enchaîner justement sur la prise en charge des frais par l'assurance maladie. Quelle est donc la prise en charge, pardon, de mes dépenses de santé et des frais d'accouchement? Alors, nous prenons en charge, bien sûr, les frais d'accouchement, mais bien sûr dans la limite du tarif conventionnel. Donc, si jamais il y a des dépassements sur les frais d'anesthésiste ou autres, comme je vous ai dit précédemment, donc ces dépassements ne sont pas du tout pris en charge. Mm. Je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, que si jamais vous avez des revenus modestes, surtout n'hésitez pas à faire une demande de ce qu'on appelle la complémentaire santé solidaire, anciennement appelée la CMU. Vous avez la possibilité de faire cette demande donc sur le compte Amélie, dans la rubrique Mes démarches, faire la demande de la complémentaire santé solidaire. Mm. Ou si vous n'avez pas de compte Amélie, il y a bien sûr le formulaire papier accessible sur amélie.fr dans la rubrique Télécharger un formulaire. Donc surtout, voilà, ne restez pas sans mutuelle. Si vous avez des questions, que ce soit sur la complémentaire santé ou sur la grossesse, n'hésitez pas aussi à prendre un rendez-vous téléphonique. Mm. Surtout que cette démarche a été simplifiée, que nous réclamons très peu de justificatifs. Nous exigeons principalement le dernier avis d'imposition sur le revenu. Donc voilà, n'hésitez pas à faire cette demande. Merci Ingrid. Donc à partir du sixième mois débute le 100% maternité. Bon, bien sûr, les futures mamans doivent effectivement réaliser certaines démarches. Est-ce que tu peux nous apporter un complément d'information? Donc, à partir du sixième mois de grossesse, oui, tout à fait. Donc, tous les examens sont pris en charge à 100%. Mm. Donc, que ce soit dentiste, que ce soit ophtalmologue, vraiment tous les examens. Mais alors, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter sa mutuelle, hein, bien sûr. Mais bien sûr, donc 100% du tarif sécurité sociale. Donc après, pour les lunettes, on ne va pas prendre l'intégralité. Et puis, vous avez également, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais vous avez les échographies. Donc, c'est très important, surtout, de bien mettre à jour votre carte vitale pour que cette Mm. information apparaisse. Puis, je profite aussi pour vous dire que voilà, la carte vitale, vous la mettez à jour dès lors qu'il y a un changement de situation. Par exemple, l'enregistrement de votre enfant, l'enregistrement d'une pathologie, un changement de département. Voilà, pour que les professionnels puissent bien accéder aux informations importantes sur votre dossier. Merci beaucoup, Ingrid. Devenir parent, cela se prépare. Catherine, en quoi consistent les séances de préparation à la naissance? Alors, comme on le disait tout à l'heure, les séances de préparation à la naissance sont au nombre de 7. En règle générale, on fait une séance par semaine et on commence dans le courant du 7e mois de façon à se donner le temps de se rencontrer sans que ce soit trop rapide non plus. Il faut prendre son temps. Ce sont des séances qui sont faites par les sages-femmes, donc soit en libéral, soit les sages-femmes de PMI.
Ce sont des séances qui se font en cabinet et qui se font en groupe. Alors, ce sont des groupes qui restent quand même au niveau du nombre de patientes très limité, de façon à favoriser les échanges. Les papas, bien évidemment, sont acceptés, il n'y a aucun souci. S'ils veulent participer aux séances de prépa, on les accepte sans problème. C'est même très intéressant parce qu'ils ont des questions qui sont totalement différentes, donc c'est toujours bien d'avoir des papas. Et lors de ces séances de préparation à la naissance, eh bien, nous aborderons tous les thèmes qui vont être nécessaires pour vous, vous permettre d'avoir de l'information, vous permettre d'avoir, de limiter peut-être les peurs, les angoisses qui peuvent exister, et puis se préparer correctement. Il y aura aussi peut-être des exercices à faire. Bon, je pense aux techniques de respiration, il y aura peut-être les exercices de poussée, des choses comme ça. Alors après, il y a des préparations qui sont différentes hein, les unes des autres, donc ça, à demander à votre sage-femme quel type de préparation elle fait et quel type, vous, de préparation vous avez envie de faire. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner. Merci Catherine. Cécile, spécialiste de la CAF, est présente avec nous également ce midi. Bonjour Cécile. Bonjour Robert, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Peux-tu nous en dire un peu plus sur la prestation d'accueil du jeune enfant? Effectivement, la CAF vous accompagne également suite à l'arrivée de votre enfant avec une prestation générale qui est la PAGE, qui est elle-même constituée de 4 prestations, la prime à la naissance, l'allocation de base, la prépare, donc prestation partagée pour l'éducation de l'enfant, et le complément de mode de garde pour vous aider ensuite à faire garder votre enfant. Merci beaucoup Cécile. Parlons justement prime à la naissance. Peux-tu nous indiquer comment elle est calculée et quand est-elle versée? Donc la prime à la naissance, pour en bénéficier, vous devez déjà déclarer la grossesse à votre CAF. Si vous avez déjà un dossier à la CAF, vous aurez juste à déclarer la naissance. Si vous n'avez pas de dossier, il faudra le constituer via le site caf.fr en nous adressant les pièces demandées. Cette prime, elle est calculée au 7e mois de grossesse, versée en une seule fois et elle est calculée sur vos revenus de N-2 comme les autres prestations. Donc toujours sur les 2 dernières années, de référence. Nous avons un barème. Donc, en fonction de ce barème, vous avez le droit à la prime de 1 066,30 € et où vous n'avez pas droit à cette prime. S'il y a une grossesse multiple, vous aurez autant de primes à la naissance que d'enfants attendus et elle est versée au 7e mois de grossesse. Tous nos barèmes sont disponibles sur le caf.fr. C'est parfait. Merci beaucoup, Cécile. Parlons maintenant préparation de votre accouchement. Catherine, après avoir parlé des séances de préparation, quelles sont les maternités existantes dans le département du Loiret? Alors, il faut savoir que le choix de votre maternité doit être discuté avec vous et bien sûr le professionnel de santé qui vous suit. Nous avons donc deux types de maternités qui peuvent vous accueillir, soit la maternité publique, donc l'hôpital, soit la clinique. Les maternités sont en plusieurs niveaux. Elles ont été classées, ça fait déjà assez longtemps hein, qu'on a classé les maternités en plusieurs niveaux. Niveau 1, niveau 2, niveau 3. Le niveau 1, c'est une maternité qui accepte toutes les mamans pour accoucher, qui n'ont pas de problème de santé, avec a priori un accouchement qui se passera bien, bébé en bonne santé, une maman en bonne santé. Maternité de niveau 2, ce sont des maternités qui peuvent accueillir des mamans avec certaines pathologies et puis qui peuvent aussi accueillir des bébés qui nous posent difficulté, soit qu'on les a repérés auparavant, soit que l'accouchement nous a posé quelques difficultés. Et la maternité de niveau 3, c'est la maternité qui a le plus haut niveau de, je dirais, réception pathologie. Donc on est sur des maternités qui sont quand même relativement limitées. Dans le Loiret, à ma connaissance, on n'a pas de maternité niveau 1, on n'en a plus. On n'a plus que des maternités de niveau 2. Donc, je pense à la clinique Aureliance, par exemple, pour les cliniques. Et puis, vous avez Gien, vous avez Montargis. Maternité de niveau 3, c'est notre CHU, c'est-à-dire c'est l'hôpital d'Orléans. Donc, bien préciser quand même que ce choix de maternité, il est plutôt en lien avec l'endroit où vous vivez, plus qu'avec la pathologie. C'est-à-dire que quand tout se passe bien, vous allez être dirigé vers la maternité dont le niveau est le plus faible, parce qu'il n'y a pas du tout de raison d'aller encombrer des maternités comme le CHU d'Orléans. Par contre, en effet, si votre professionnel qui vous suit estime que là, il y a un souci, on vous dirigera, qu'importe l'endroit où vous habitez d'ailleurs, hein, on vous dirigera plutôt vers la maternité compétente, c'est-à-dire la maternité de niveau 3. Donc, il faut savoir que la patiente, par exemple, qui vit autour de Gien, devra accoucher à Gien et pas sur l'hôpital d'Orléans. Pareil pour Montargis, les maternités sont quand même assez voilà, délimitées au niveau
de la surface de la population qu'on accueille. Et c'est d'autant plus vrai maintenant qu'on a quand même un petit peu plus de mal au niveau du recrutement des professionnels de santé. Je pense que ça, ce sont des choses dont tout le monde a pris conscience. Et donc, on ne peut pas, voilà, en venant de Montargis, parce qu'on a envie d'accoucher à l'hôpital d'Orléans, venir comme ça. Voilà, c'est quand même assez sectorisé. Pensez à prendre un rendez-vous avec l'anesthésiste. Ça, c'est important. Ça se fait en général au septième mois. Ce rendez-vous avec l'anesthésiste n'est pas en lien avec la péridurale, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer ou ce que les dames, elles pensent. Ça permet à l'anesthésiste de vous connaître avant que vous arriviez à la maternité pour accoucher. Et ça réduit les possibles difficultés si on est amené à faire une anesthésie en urgence. Vous pouvez très bien ne pas désirer d'anesthésie péridurale. Mais par contre, il faut faire ce rendez-vous-là parce qu'on n'est pas à l'abri d'un problème et donc d'une intervention. Et cette intervention passera par l'anesthésie obligatoirement. Et donc, voilà, on va limiter les risques. C'est quand même mieux de connaître les mamans quand elles viennent accoucher que de ne pas les connaître. Donc, pensez à prendre ce rendez-vous. Et je dis bien, c'est le courant du septième mois pour un rendez-vous qui sera aux alentours du huitième. Merci bien, Catherine. Pour poursuivre, Ingrid, l'assurance maladie met à disposition des futures mamans le dispositif engagement maternité. Peux-tu nous présenter ce dispositif? Oui, tout à fait. Donc, le dispositif engagement maternité donc, est pour les futures mamans qui habitent à plus de 45 minutes de la maternité. Donc, de ce fait, la future maman pourra bénéficier d'une prise en charge d'un hébergement temporaire proche de la maternité, à l'approche du terme, bien sûr, et également une prise en charge des transports correspondants. Il y a plusieurs conditions pour pouvoir y prétendre. Donc, comme je vous l'ai dit, il faut habiter bien sûr à plus de 45 minutes de route de la maternité. Il faut être affilié à l'assurance maladie et il faut être déclaré éligible par le professionnel de santé qui vous suit pour votre grossesse. Sachez que vous avez la liste des communes éloignées de plus de 45 minutes d'une maternité qui a été définie par arrêté et qui est donc consultable sur le site du ministère en charge de la santé dédié à l'engagement maternité. Merci, Ingrid. Catherine, il est l'heure de partir pour la maternité. À quoi dois-je penser? Alors, vous devez toujours prendre votre dossier médical avec vous. Je dirais que de toute façon, c'est pas simplement pour aller accoucher. À chaque consultation que vous faites, que ce soit les consultations dont on a parlé tout à l'heure, tous les mois pour le suivi de votre grossesse, mais que ce soit aussi chez votre généraliste parce que vous avez un rhume ou des choses comme ça. Vous devez toujours prendre votre dossier médical avec vous pour que le professionnel de santé puisse prendre le relais correctement et dans de bonnes conditions. Donc, pour l'hôpital, c'est exactement la même chose, hein. Même si vous les avez vus auparavant, comme je l'expliquais tout à l'heure, normalement, vous êtes censé faire la consultation du huitième, voire la consultation du neuvième sur votre lieu d'accouchement. Ils vous connaissent, c'est vrai, mais on ne sait jamais. Avoir votre dossier médical est une sécurité. Donc, quand je parle de dossier médical, ce sont bien sûr tous les résultats de prise de sang qui doivent être édités sur papier, pas sur votre téléphone. Vous devez les imprimer. Je sais que les laboratoires les donnent plus maintenant que par Internet, mais vous devez les imprimer. Et bien sûr, les échographies. Ensuite, il faut votre carte de groupe sanguin. Ça, c'est des prises de sang qui ont été prescrites au cours de votre grossesse. Bien sûr, votre carte vitale. Et puis, il va falloir déclarer votre bébé à la mairie. Donc, il va falloir penser à prendre votre livret de famille si vous êtes marié. Et si vous n'êtes pas marié, vous devez faire une reconnaissance anticipée de votre bébé dans votre mairie de domicile. Je vous recommande de le faire le plus rapidement possible parce qu'après tout, on ne sait jamais quand petit loulou a envie de venir. Donc, au moins, vous serez prêt. Et donc, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie de domicile pour faire cette déclaration anticipée qui n'est pas bien compliquée. La petite précision quand même, pour l'hôpital d'Orléans, nous avons la chance d'avoir un bureau d'état civil au sein de la maternité d'Orléans. Alors ça, c'est quelque chose de très confortable parce que ça vous permet, le temps de votre hospitalisation, de pouvoir faire cette déclaration auprès de la mairie d'Orléans. Donc moi, je vous encourage très fortement à le faire avant de sortir de la maternité parce que je vous rappelle quand même que pour déclarer un bébé, vous n'avez que 5 jours et tous les jours comptent, que ce soit les jours fériés ou les week-ends. Donc, si vous pouvez faire ça sur votre lieu d'accouchement, c'est quand même vraiment un grand confort. Donc, les patientes d'Orléans, profitez-en.
Merci Catherine. Ingrid, quelques éléments complémentaires pour compléter justement ces informations transmises par Catherine? Oui, donc moi je vais vous parler de l'espace santé. Donc l'espace santé existe depuis 3 ans. Donc pour les personnes qui n'ont pas encore eu la curiosité d'y aller, je vous invite à vous y rendre. Normalement, vous aviez reçu donc des codes qui vous permettent donc d'accéder aux informations qui sont déposées par les professionnels de santé sur votre santé. Euh, et donc, vous avez vous-même la main, c'est-à-dire que vous pouvez y déposer donc, vos résultats d'analyse, carte de groupe sanguin, vos prescriptions médicales. Donc, surtout, n'hésitez pas à y aller. Cela permet donc aux professionnels d'accéder directement, plus facilement à toutes les informations sur votre santé. Et puis, vous pourrez après, pour vos enfants également, faire la même chose dès lors qu'il y a un compte-rendu opératoire, des analyses, etc. Voilà, pensez à bien déposer pour gagner du temps. C'est parfait, merci. Je reste avec toi. Nous allons aborder congé maternité. Combien de temps dure ce congé maternité? Alors, le congé maternité, il dépend donc de plusieurs facteurs. Tout d'abord, il va dépendre du nombre d'enfants que vous attendez, mais il va dépendre également du nombre d'enfants à charge. Donc, normalement, vous avez dû recevoir les dates de votre congé maternité sur ce qu'on appelle le calendrier de grossesse. Donc, vous avez dû le recevoir sur l'espace Amélie pour les personnes qui ont un compte Amélie ou par courrier pour les autres mamans. Sachez donc que vous avez donc la possibilité d'accéder à un simulateur sur Amélie qui vous permet donc d'avoir, si vous n'aviez pas les informations, la durée du congé maternité, mais également, chose importante, non négligeable, qui vous permet de vous faire un calcul sur le montant de vos indemnités journalières. Oui, effectivement. Hormis ce congé maternité, d'autres prestations sont possibles. Peux-tu nous les présenter? Oui, donc nous avons le congé pathologique. Le congé pathologique, c'est un peu comme les antibiotiques, c'est pas automatique, c'est votre médecin qui va décider en fonction de votre état de santé s'il vous prescrit ou pas ces 14 jours pathologiques qui peuvent être fractionnables. Euh, si voilà, vous n'êtes plus en mesure de vous rendre au travail, dès lors que la grossesse est enregistrée, le médecin pourra vous prescrire les 14 jours pathologiques qui sont payés au même titre que le congé maternité. Sachez que si vous êtes arrêté plus de 14 jours avant en tout cas le début de votre congé maternité, vous serez payé donc non plus en maternité mais en maladie. Pour les mamans qui sont en pleine santé, chose que je vous souhaite, eh bien, vous avez la possibilité de reporter votre congé. Pour ce faire, le professionnel de santé va vous faire tout simplement un certificat médical qui vous permettra donc de décaler votre congé maternité de maximum 3 semaines. Pour cela, il faudra adresser à l'assurance maladie donc le certificat médical au plus tard un jour avant la date de début du congé maternité. Et voilà, je pense que je n'ai rien oublié. Non, tu n'as rien oublié, c'est parfait. Je vais justement poursuivre avec toi sur les indemnités journalières. On a vu tout à l'heure qu'un simulateur existe permettant aux futures mamans d'estimer le montant des indemnités journalières directement sur le site amélie.fr. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les règles qui sont appliquées? Alors, en ce qui concerne les personnes qui sont salariées ou inscrites à France Travail au moment du congé maternité, il y a plusieurs conditions. Donc, tout d'abord, il faut avoir travaillé un minimum de 150 heures sur les 3 derniers mois qui précèdent votre grossesse. On vous demandera également de vous arrêter un minimum de 8 semaines de manière ininterrompue. Bien souvent, les mamans sont heureuses d'avoir leur congé et aimeraient d'ailleurs avoir plus. Donc, on a vraiment peu de personnes qui écoutent leur congé. Il faut savoir donc, que pour les personnes qui sont salariées, c'est votre employeur qui va nous transmettre directement une attestation de salaire. Normalement, vous n'avez rien à faire. Et sur cette attestation de salaire, l'employeur va préciser donc, le montant de vos salaires. Il va également nous préciser, vous indiquer si vous avez un maintien de salaire ou pas. Pour les mamans qui sont inscrites à France Travail, faites bien attention, ça ne se fera pas automatiquement. C'est à vous de nous transmettre vos bulletins de salaire avant l'inscription à France Travail.
Je vous conseille fortement, pour faire le point avec un conseiller d'assurance maladie, de prendre rendez-vous avec nous. Donc, soit en contactant le 36 46 ou sur l'application Amélie, vous pouvez prendre donc un rendez-vous téléphonique. Euh, N'oublions pas les travailleuses indépendantes. Donc, pour vous, il y a deux types de prestations. Il y a tout d'abord l'allocation forfaitaire de repos maternel et également l'indemnité journalière d'interruption d'activité. Pour pouvoir en bénéficier, vous devrez remplir un formulaire qui se trouve dans le carnet maternité, qui est accessible également donc, sur amélie.fr. En ce qui concerne les travailleuses indépendantes, sachez que bah, le calcul, lui, se fera automatiquement. Il va se faire par rapport au RAM que l'URSSAF va nous transmettre directement. Pour la fréquence des indemnités journalières, une fois que les paiements sont lancés, il y aura des versements de manière automatique par virement tous les 14 jours. Merci beaucoup, Ingrid, pour toutes ces informations précieuses. Bébé est né maintenant. À quoi dois-je penser? Alors, dès lors que votre enfant est né, vous pourrez donc, enfin, ce sera même nécessaire, faire le rattachement de votre enfant. Alors, il ne faut pas le faire le jour de l'accouchement, attendez un petit peu. En général, c'est bien de le faire 5 jours après avoir déclaré votre enfant à l'état civil. On vous conseille fortement d'effectuer ce qu'on appelle le double rattachement, c'est-à-dire que nous allons enregistrer l'enfant sur la carte vitale des deux parents. Alors, à quoi ça sert? C'est tout simplement pour favoriser l'accès aux soins et puis pour permettre aux parents qui vont emmener l'enfant en consultation d'utiliser sa propre carte, d'obtenir le remboursement. Euh, donc, pour les personnes qui n'ont pas de compte Amélie, vous avez un formulaire qui s'appelle formulaire de rattachement qui se trouve donc tout simplement sur amélie.fr. Oui. Si jamais votre enfant a besoin de soins et qu'il n'est pas encore enregistré, le professionnel de santé vous remettra des feuilles de soins que vous pourrez bien sûr nous transmettre quand vous aurez eu la confirmation que bébé est enregistré sur votre carte vitale, sur votre dossier. J'en profite également pour vous dire de bien les vérifier si vous ne l'avez pas déjà fait dans la rubrique Mes informations, votre compte bancaire. Ça va avoir son importance donc, pour les soins, mais aussi pour le congé maternité. Voilà ce que je peux dire sur la partie assurance maladie. C'est parfait. Merci beaucoup, Ingrid. Cécile, côté CAF, je présume également des démarches à effectuer? Oui, exactement. Donc, la même chose, il faudra déclarer la naissance de votre bébé, si possible, sur le CAF.fr directement. Si cette démarche n'est pas possible, nous vous inviterons à nous adresser un acte de naissance de votre enfant. Nous allons pouvoir calculer, grâce à sa déclaration de naissance, l'allocation de base, qui est une allocation qui est versée mensuellement à partir du mois qui suit la naissance de votre enfant jusqu'au mois qui précède ses 3 ans, sous réserve que tous les ans, vos revenus de N-2 ne dépassent pas un certain plafond. Nous avons plusieurs plafonds, un plafond avec une aide maximum à 193,30 € par mois, un plafond médian pour un taux partiel à 96,66 € et si vos ressources dépassent le deuxième plafond, vous n'avez pas le droit à cette allocation. Pareil, nos barèmes sont également disponibles toujours sur le CAF.fr et sont différents en fonction de votre situation familiale ou professionnelle. Donc, n'hésitez pas à consulter les barèmes. Merci beaucoup, Cécile. Je vous propose d'enchaîner sur cette nouvelle partie, donc le retour à la maison. Et pour ce faire, Catherine, je vais vous solliciter. Quelles sont les modalités de retour à domicile? Alors, l'hospitalisation après un accouchement va dépendre de l'état de santé de la maman et de l'état de santé du bébé. Ça semble extrêmement logique. Si tout va bien, que maman va bien, que bébé va bien, vous avez deux possibilités de sortir de la maternité. Soit vous sortez ce que nous on appelle en standard, c'est-à-dire c'est une hospitalisation de 3 jours. Le jour de l'accouchement ne compte pas. Cette hospitalisation, ce forfait de 3 jours vous permet donc de sortir avec la possibilité d'avoir une sage-femme qui passe, donc une sage-femme libérale qui passe à votre domicile. Ça n'est pas une obligation, c'est quelque chose à réfléchir avant. Si vous voulez qu'une sage-femme passe à votre domicile ou pas, elle passera 48 heures après votre accouchement pour vérifier votre état de santé, l'état de santé du bébé, et puis répondre à vos questions si vous en avez.
en sachant qu'elle peut passer après autant de fois qu'elle veut si elle estime qu'il y en a besoin. Et cette prise en charge se fera sur une durée de 11 jours, le jour de l'accouchement ne comptant pas. Donc c'est vrai que la sécurité sociale compte 12 et nous on compte 11 avec le jour 0, le jour de l'accouchement. Mais les calculs sont exactement identiques. Deuxième possibilité, vous avez envie de sortir un petit peu plus tôt, c'est ce qu'on appelle les sorties précoces. Donc là, la sortie se fera au bout de 48 heures. Encore une fois, le jour de l'accouchement ne compte pas. Et là, par contre, vous avez obligatoirement une sage-femme qui doit passer à votre domicile. C'est-à-dire qu'en clair, la sage-femme de l'hôpital ne doit pas vous laisser sortir si vous n'avez pas ce rendez-vous de prévu. La sage-femme passera donc le lendemain de votre retour maison et elle repassera une deuxième fois 48 heures après son deuxième passage, toujours pour vérifier votre état de santé, l'état de santé du bébé. De la même façon, elle pourra toujours décider de repasser une autre fois ou plusieurs fois si elle estime qu'il y en a besoin, toujours dans ce délai de 11 jours, le jour de l'accouchement ne comptant pas. Ce qui veut dire que vous devez préparer votre retour maison avant d'accoucher. C'est-à-dire que vous devez prendre contact avec une sage-femme libérale qui fait le retour maison à domicile. Alors, il faut savoir que toutes les sages-femmes ne le font pas. Et si vous êtes suivi par un médecin généraliste ou par un gynécologue, lui-même ne le fait pas. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment regarder sur la liste des sages-femmes et vous trouverez donc le site de l'Association des sages-femmes libérales du Loiret. Donc, en allant sur Google, hein, vous allez trouver le site et vous allez avoir la liste de toutes les sages-femmes avec nos spécialités. Donc, celles qui font le retour à la maison, donc domicile, et celles qui ne le font pas. Donc, c'est vraiment quelque chose d'organisé à organiser avant. Merci beaucoup, Catherine. Cécile, je vais te solliciter. En complément de ces informations transmises par Catherine, peux-tu nous présenter le dispositif Action sociale de la CAF? Oui, Robert, effectivement, notre service action sociale de la CAF est également à votre disposition pour des aides extra-légales. Donc, nous avons entre autres un prêt CAF qui peut vous aider à acheter du matériel de première nécessité si votre quotient familial ne dépasse pas un certain montant. Nous avons aussi des aides à domicile, puisque la CAF peut prendre en charge une partie du coût de l'intervention de l'association qui est agréée par la CAF et qui est à domicile 45 à partir du mois de déclaration de grossesse, jusqu'aux 2 ans de l'enfant, en cas de naissance multiple ou de grossesse pathologique. Nous avons également une aide qui est l'aide au répit s'il y a la présence d'un enfant handicapé au foyer pour prendre quelques heures de répit pour les parents. Et d'autres aides, n'hésitez pas à contacter notre service dédié qui est donc le service action sociale de la CAF. Merci beaucoup, Cécile. Nous allons maintenant aborder le suivi médical de votre bébé. Catherine, quels sont les examens de suivi pour mon bébé après la naissance? Alors, pour que vous puissiez sortir, votre bébé aura eu au sein de la maternité une consultation avec le pédiatre de la maternité qui va s'assurer que votre bébé est en bonne santé et qu'il peut sortir sans difficulté. Ensuite, on vous demandera de prendre rendez-vous avec un pédiatre, mais un généraliste peut aussi faire toutes les consultations et le suivi de votre bébé. Donc, si vous avez un généraliste, voir avec lui s'il est d'accord pour suivre votre bébé dans le futur, parce que ça peut être très confortable d'avoir un médecin généraliste sur lequel on peut se reposer, parce que c'est souvent eux après qui suivent les enfants quand ils sont malades. Donc, c'est toujours très intéressant d'en avoir un. Donc, je disais, donc prendre rendez-vous avec un pédiatre ou un médecin généraliste pour une consultation qui va se faire à peu près à 2 semaines de vie de votre bébé. Donc, c'est assez rapide. Mais rassurez-vous, normalement, les pédiatres sont censés garder des créneaux justement pour ces consultations-là parce qu'ils savent qu'en effet, vous avez besoin de les voir assez rapidement. Ensuite, vous aurez une autre consultation à 1 mois de vie de votre bébé. Et ensuite, vous aurez une consultation tous les mois jusqu'au quatrième, puis neuvième, douzième. Bref, de toute façon, vous inquiétez pas. Tout est bien expliqué sur le carnet de santé que la sage-femme vous remettra à votre sortie. Le carnet de santé que normalement votre enfant va avoir tout au long de sa vie et dans lequel on rajoutera les vaccinations, les opérations, les maladies, etc., etc. Donc bien le garder précieusement parce que en effet, bah déjà votre enfant quand il grandira, il en aura besoin. Et surtout quand il sera adulte. Mais vous, ça vous permet d'avoir un guide pour savoir justement quand faire les consultations et puis les vaccinations. Donc, gardez-le bien.
Merci beaucoup, Catherine. Ingrid, pour poursuivre sur cette thématique, l'assurance maladie envoie également de la documentation aux mamans après justement la naissance du bébé. Peux-tu nous en dire un petit peu plus? Effectivement, donc dès lors que nous allons recevoir l'acte de naissance, que nous allons enregistrer votre enfant, vous allez obtenir donc un courrier avec un calendrier qui sera personnalisé et qui va vous indiquer donc à quel moment réaliser les examens obligatoires et les vaccinations. Donc vous aurez vraiment oui, mois par mois les informations sur les examens obligatoires, les vaccinations, les conseils en santé. Donc ce que je vous conseille, c'est d'activer la rubrique santé de votre enfant qui se trouve dans l'espace prévention de votre compte Amélie. Merci Ingrid. Nous passons maintenant au suivi médical de maman. Catherine, si j'ai besoin d'aide, vers qui me tourner? Alors, en règle générale, la personne qui a suivi votre grossesse est compétente pour vous revoir après et elle vous connaît, donc c'est quand même beaucoup plus simple de continuer le suivi avec la personne qui vous a connu tout au long de la grossesse. Mais il faut savoir que vous avez des consultations après l'accouchement qui sont obligatoires. La première consultation obligatoire, c'est un entretien postnatal qui se fait un mois après votre accouchement. Donc, bien penser à téléphoner à la sage-femme ou au médecin qui vous a suivi, je dirais, dans la semaine qui suit votre retour maison pour bien prendre ce rendez-vous-là. Cet entretien postnatal est un entretien qui permet de débriefer avec vous votre accouchement, de voir comment ça s'est passé, comment vous l'avez vécu, et puis surtout comment ça se passe avec ce bébé à la maison. L'arrivée d'un bébé, c'est pas si simple qu'on pourrait le penser. Vous avez peut-être besoin d'aide et c'est très bien d'en discuter avec un professionnel de santé et c'est fait pour ça. Parce que nous, on peut vous aider, on peut vous donner des pistes, on peut vous guider. Et donc, voilà, c'est à ça que sert cet entretien. Sachez qu'il peut être doublé. C'est-à-dire qu'on peut, si on estime que vous en avez besoin, vous revoir encore un mois après. Ça n'est pas une obligation, ça va dépendre de vous et puis de la façon dont vous vivez ce retour maison. Ensuite, vous avez une consultation postnatale, qui est une consultation donc obligatoire aussi, qui est une consultation plutôt de gynécologie et qui va nous permettre de vérifier, alors là, médicalement parlant, comment vous allez. Donc, on va reparler de la contraception, on va parler de où est-ce que vous en êtes dans les frottis, dans les suivis gynécologiques. Voilà, si vous avez une cicatrice, qu'elle vous embête ou vous avez besoin d'être assuré, on peut toujours la vérifier. Donc, ça, c'est vraiment du médical. Ensuite, vous avez aussi, qui n'est pas obligatoire, mais très fortement conseillé, c'est les séances de rééducation périnéale. Donc, les séances de rééducation, si vous avez eu un suivi sage-femme, eh bien, sachez que votre sage-femme peut vous les faire. Donc, elle va d'abord faire un bilan. Et puis ensuite, on va vérifier si vous avez besoin de séances, quel type de séance et combien de séances vous avez besoin. Si vous n'avez pas de sage-femme ou si vous n'avez pas un suivi sage-femme, eh bien, il y a le kiné qui peut faire les séances de rééducation. Par contre, il lui faudra une ordonnance. Vous avez aussi la possibilité de faire des séances postnatales. Alors, des séances postnatales, c'est un peu le même principe que les séances de préparation à la naissance. Donc ça, c'est bien pour les mamans qui ont fait des séances de préparation à la naissance avant. Et on peut décider, si tout le monde le souhaite, de se revoir pour 2 séances maximum après l'accouchement. Donc ça peut être bien de rencontrer les mamans que vous avez vues tout au long des séances de préparation et puis de discuter un petit peu de votre vécu et de comment ça se passe avec le bébé, et puis de s'échanger des petits conseils, des petites ruses qui permettent de nous aider. Donc ça, c'est organisé donc en amont, donc le temps des séances, ou peut-être à la dernière, pour organiser donc une séance après, et bien sûr avec la sage-femme qui vous a suivi. Merci Catherine pour toutes ces informations. Je vous propose d'enchaîner maintenant sur le congé paternité et d'accueil de l'enfant. Et pour ce faire, Ingrid, je vais te solliciter. Quelles sont les règles du congé paternité? Eh ben, le congé paternité, il est destiné donc, au second parent, qui peut être conjoint, concubin, partenaire de PACS. Pour les personnes salariées, ben, donc, il faut prévenir bien sûr son employeur. En général, c'est bien de le faire au moins un mois avant la date prévue, donc en fonction de la date prévisionnelle de naissance. Et puis, il faut bien indiquer si vous voulez le prendre en une fois, en plusieurs fois, puisque ce congé peut se prendre bien sûr en plusieurs fois. Vous avez la possibilité d'avoir des modèles si vous voulez avoir le courrier type pour faire la demande de congé paternité.
accessible sur amélie.fr dans la rubrique congé de paternité et d'accueil de l'enfant. Alors, comment ça fonctionne? Donc, pour la naissance d'un enfant, la durée totale est de 28 jours. Et puis, pour 2 enfants et plus, le congé est de 35 jours. Donc, comme je vous disais, il peut se prendre en plusieurs fois. Ce qui est important, c'est qu'il doit se prendre donc, avant les 6 mois qui suivent la naissance de votre enfant. La première période, elle doit être prise avec un minimum de 7 jours. Dans ces 7 jours, on comprend donc les 3 jours employeurs et on y rajoute les 4 jours qui vont être indemnisés par l'assurance maladie. Après, donc en fonction de votre situation, il restera donc 21 jours pour une naissance simple et 28 jours pour une naissance multiple. Il faut savoir que on compte les samedis, dimanches, les jours fériés, ils sont compris dans le congé paternité. Euh, pour donc les personnes qui sont salariées et même pour les personnes donc inscrites à France Travail, les règles sont les mêmes. Euh, bon, voilà, si vous avez un doute, si vous avez besoin de précision, surtout, n'hésitez pas également pour ce motif à soit envoyer un mail ou prendre un rendez-vous téléphonique. Merci encore, Ingrid. Pour ma part, tu en as parlé précédemment. Je vous présente rapidement les ressources mises en place, mises à votre disposition au niveau assurance maladie. D'abord, votre compte Amélie et l'espace prévention personnalisée dont Ingrid a parlé précédemment, pardon. Vous avez également la possibilité d'effectuer la déclaration de votre naissance, de la naissance de bébé, pardon, directement sur l'application Amélie ou sur le compte Amélie Web. Vous pouvez bien sûr consulter vos remboursements, télécharger une attestation de droit, notamment à transmettre à l'organisme complémentaire pour mettre en place la connexion sur votre dossier pour votre bébé, poser des questions, prendre des rendez-vous, notamment des rendez-vous téléphoniques. Et puis, le site amélie.fr, onglet droits et démarches, Ingrid vous l'a présenté, vous retrouvez une banque documentaire assez étoffée sur toutes les démarches, les droits relatifs à ce congé maternité et pas que. On a pas mal d'informations également sur le congé paternité, la rubrique santé. Et bien sûr, le simulateur d'indemnité journalière pour faire une estimation de vos droits. En complément, depuis le site des 1000 premiers jours.fr, vous pouvez, de la grossesse jusqu'aux 2 ans de bébé de votre enfant, avoir accès à pas mal de ressources, pas mal d'éléments pour l'accompagner, que ce soit au niveau de l'environnement, sa santé, son bien-être. Il a été spécifié que les enfants sont très sensibles au milieu dans lequel ils grandissent. Et surtout sensibles aux premières expériences de vie qu'ils peuvent avoir. Donc voilà, depuis ce site, les 1000 premiers jours, énormément de conseils, énormément d'éléments, de ressources sont également mis à votre disposition. Vous pouvez également retrouver sur ce support que je vous transmettrai bien entendu la semaine prochaine des informations complémentaires sur le site Vaccination Info Service, Tabac Info Service, Alcool et Drogue Info Service, le site des 1000 premiers jours dont je viens de vous présenter les quelques éléments et puis pour finir le site de la NSM sur les médicaments et la grossesse. Comment concilier vie familiale et vie professionnelle? Pour cela, Cécile, je vais te solliciter à nouveau. Si j'ai besoin d'aide pour m'occuper de mon bébé, qui, quoi, comment, au niveau de la CAF? Oui, donc pour concilier vie familiale et vie professionnelle, la CAF vous propose une prestation qui s'appelle la Prépare, donc prestation partagée pour l'éducation de l'enfant, qui est là si vous souhaitez réduire ou cesser votre activité pour accueillir votre enfant. Pour cela, vous devez remplir des conditions d'activité antérieures, c'est-à-dire 8 trimestres d'activité sur les 2, 4 ou 5 dernières années précédant l'arrivée de bébé, en fonction du nombre d'enfants au foyer. C'est une prestation qui n'est pas soumise à conditions de ressources. Tout le monde a le même droit. Sa durée, par contre, elle est différente en fonction de l'arrivée de l'enfant. Si c'est votre premier enfant, vous pouvez avoir droit à 6 mois maximum par parent dans la limite du premier anniversaire de votre enfant ou 12 mois si vous êtes parent isolé. Si c'est à partir de votre deuxième enfant ou plus, ça sera 24 mois moins le nombre de mois qu'il y a entre la naissance et la fin du congé maternité, dans la limite des 3 ans de l'enfant ou 3 ans si vous êtes parent isolé.
Pour cela, au niveau des droits, donc pour une cessation totale d'activité, vous avez le droit à 448,42 € par mois. Si vous êtes à taux partiel pour une activité inférieure à 50%, vous aurez droit à 289,89 €. Et si vous travaillez entre 50 et 80%, 167,22 €. La demande est disponible sur le CAF.fr. Concernant les travailleuses indépendantes, nous vous invitons à contacter directement un agent de la CAF qui vous expliquera du coup les conditions d'activité antérieure pour les justifier. Merci Cécile. Pour faire garder mon enfant, ai-je droit à une aide de la CAF? Oui, donc la CAF vous propose une aide qui s'appelle le complément de mode de garde. C'est une aide financière qui est là pour compenser le coût de la garde de l'enfant de moins de 6 ans si vous avez recours notamment à une assistante maternelle agréée, une garde à domicile, une structure ou une microcrèche. La CAF prend en charge à hauteur de 85% maximum le coût de la garde. Il vous restera de toute manière un minimum d'au moins 15%. Et son montant est établi en fonction de plusieurs éléments, le mode de garde que vous aurez choisi, Hein. l'âge de l'enfant avec un taux 0,3 ans et 3,6 ans, et toujours les revenus de N-2 qui sont pris en compte. Si vous faites appel à un emploi direct, c'est-à-dire une assistante maternelle ou une garde à domicile, la CAF prendra également en charge 100% des cotisations sociales pour l'assistante maternelle et 50% des cotisations sociales si vous faites appel à une garde à domicile. Tous les fins de mois, vous devrez valider un volet social sur le site Page Emploi pour valoriser votre droit. Ce site, c'est une branche de la CAF qui est chargée uniquement du complément de mode de garde et vous accéderez au portail tous les mois pour faire votre validation. Ils établiront également le bulletin de salaire de votre assistante maternelle qui sera à sa disposition et vous aurez également ce bulletin de salaire sur Page Emploi. Hein. Si vous faites appel à une structure ou une microcrèche, le Hein. paiement se fera sur attestation des frais réglés en fonction du nombre d'heures de garde. Et petite information complémentaire, si vous avez la possibilité de cumuler 2 modes de garde, pour cela, c'est des calculs très particuliers. Il faudra absolument contacter votre CAF pour qu'on vous explique comment ça se passe et la priorisation des prestations. Notre simulateur est disponible sur le CAF.fr. La demande est en ligne également sur le CAF.fr à Hein. faire dès le mois d'embauche de l'assistante maternelle ou de la structure. Donc ça, c'est très important pour ne pas perdre votre droit. Et nous vous invitons, si vous souhaitez faire des recherches pour les modes de garde, à aller sur le site monenfant.fr qui vous permettra d'avoir le détail des assistantes maternelles ou des crèches disponibles dans votre secteur avec leurs particularités et surtout leurs coordonnées pour prendre un premier contact avec eux ou le RPE, le relais petite enfance de votre secteur. Merci Cécile. Un rappel des coordonnées de contact côté assurance maladie, d'abord via le chatbot disponible sur le site amélie.fr, puis votre espace d'échange pour toute demande par mail ou toute correspondance avec l'assurance maladie, sur rendez-vous via votre compte Amélie Web, rendez-vous téléphonique via l'application Amélie également, au 36 46 par téléphone, au sein des maisons France Service en visio-guichet. Vous pouvez également transmettre des documents via l'URL qui s'affiche à l'écran, le dépôt doc de la CPAM du 45, et par courrier à l'adresse qui s'affiche sur la slide. Idem pour la CAF, par mail sur caf.fr, par courrier, sur rendez-vous dans les points d'accueil ou en visio-guichet qui sont consultables sur caf.fr, le dépôt doc de la CAF disponible dans mes démarches à transmettre et par rendez-vous téléphonique à prendre également sur caf.fr et pour finir par téléphone au 32 30. Catherine, je vous laisse la parole pour une présentation du lactarium, l'allaitement maternel et le don de lait. Oui, merci Robert. Toujours important de savoir que nous avons un lactarium sur le Loiret qui se situe dans l'hôpital d'Orléans. Alors le lactarium, c'est une banque de lait en fait, hein. Il ne fonctionne qu'avec vos dons. Donc c'est du bénévolat, comme le don de sang. Et ce lait récolté sera donné à des bébés qui en ont besoin. Donc ce sont des bébés soit avec des pathologies dont les mamans peuvent pas allaiter, que les mamans peuvent pas allaiter, ou bien ce sont des enfants prématurés avec, pareil, des conditions un petit peu particulières. Ce don de lait est d'autant plus important que ce sont des enfants qui en ont énormément besoin. C'est bien meilleur que le lait artificiel, donc c'est sûr que
Voilà, c'est des choses qu'on réclame énormément. Alors, si ça vous intéresse, sachez que avant de partir de la maternité, il faut que vous en parliez avec le personnel et plus particulièrement la sage-femme du service, de façon à ce qu'elle vous mette en contact avec les professionnels qui travaillent au lactarium, parce que ça nécessite qu'on vous explique un peu cette organisation. Il y aura certainement une prise de sang à faire qui sera faite sur les lieux enfin, sur l'hôpital. Donc c'est une prise de sang que vous ne paierez pas. Et après, tout le matériel qui sert à récolter le lait sera pris en charge, c'est-à-dire que vous ne payez rien du tout. Donc en effet, on essaie de faciliter vraiment les choses pour que les dons se fassent. Vous n'êtes pas obligé de donner énormément, vous n'êtes pas obligé de donner 6 mois, vous donnez ce que vous pouvez, quand vous pouvez, mais sachez que tout ce que vous faites, il y a un bébé qui vous remercie. Merci beaucoup, Catherine. Une actualité importante à vous diffuser, les CPTS du département du Loiret vous accompagnent et pour ce faire, plusieurs CPTS proposent des actions destinées aux futurs parents et parents de jeunes enfants sur les thématiques de l'allaitement, le mouchage, la motricité, la diversification alimentaire. Vous pourrez découvrir tout ce qu'organise la CPTS dont vous dépendez sur leur site Internet ou leur page Facebook. La cartographie et la petite légende vous permettront bien sûr de pouvoir consulter les CPTS auxquels vous êtes rattachés. À savoir en plus que les CPTS mobilisent également des médecins généralistes, des pédiatres volontaires pour assurer des consultations de soins non programmés qui sont très utiles, notamment lorsque votre enfant est malade et que vous n'avez pas de médecin traitant ou de pédiatre ou que votre médecin traitant ou votre pédiatre ne sont pas disponibles. Donc tout cela s'agence à travers le service d'accès aux soins du Loiret, le SAS. Un numéro unique pour les joindre, c'est le 116 117, disponible du lundi au vendredi de 8 heures à 20 heures. Je vais mettre fin à l'enregistrement et vous lancer très rapidement un bref sondage qui durera quelques secondes.